Bienvenue dans le Latent Innovation Podcast. Je suis Valérie Thess et dans cette série de podcasts, je vais m'entretenir avec des entrepreneurs visionnaires sur le rôle essentiel que joue l'innovation et la durabilité au sein de leur entreprise et naturellement l'impact que cela a sur notre monde. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Christian Sprauer. Vous êtes, ou tu es plutôt, le founder et CEO de Railnova. Bienvenue. Bonjour Valérie. Alors, on s'est déjà entretenu pour préparer un peu ce podcast. Alors, tu as une personnalité dynamique, tu viens de France, tu es français et en plus, tu aimes les trains. Alors, explique-moi un tout petit peu, c'est quoi Railnova et quel est ton parcours avant de créer cette entreprise ? Donc moi, je suis né dans les trains. Mon père vendait déjà des trains. Il parcourait le monde entier pour vendre des trains dans les années 70, 70, 80. Et donc j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai un petit peu suivi la voie paternelle. J'ai commencé à travailler chez Alstom comme ingénieur projet pour fabriquer et livrer des trains. Donc c'était un métier assez passionnant. Il fallait faire de la finance, de la relation client et puis de la gestion de projets techniques. De fil en aiguille, je voulais me rapprocher du client, je voulais comprendre comment est-ce qu'on opérait un train, comment est-ce qu'on finançait un train, comment est-ce qu'on faisait la maintenance d'un train. Et donc j'ai évolué vers le leasing et j'avais quand même aussi la fibre entrepreneuriale. À 32 ans, j'ai décidé de faire une business school pour m'équiper, pour créer une boîte. Et donc j'ai fait un MBA à Londres, à la London Business School, où vraiment là j'ai appris les techniques d'entrepreneuriat classiques. Et là je me suis senti équipé et je me suis lancé dans l'industrie que je connaissais le mieux, les trains. Et ça c'était en 2010. À l'époque j'étais directeur technique d'une société de leasing qui avait 400 locomotives sur 12 pays en Europe. Et on avait des problèmes techniques assez impressionnants parfois. On avait un client par exemple en Italie qui nous appelait le vendredi soir pour dire je dois faire la maintenance la semaine prochaine, j'ai pas les pièces, j'ai pas la documentation, je ne sais pas ce que je dois faire. Donc on n'avait pas les moyens à l'époque technologiques d'apporter un soutien logistique au train à distance. Et c'est là que le besoin de Railnova est né. L'idée c'était de savoir à distance ce qui se passe sur les trains, de les connecter et de pouvoir anticiper les besoins de la maintenance. Donc, en fait, toi, tu te retrouves ici en Belgique et tu visionnes en fait, ce qui se passe dans 2000 trains un peu partout éparpillés en Europe. C'est ça. Donc aujourd'hui, Railnova, c'est à peu près 40 personnes. On a connecté 2000 trains avec notre boîtier, on va en reparler. Et on a une vision en temps réel sur la santé du train qu'on apporte aux exploitants ferroviaires. Donc c'est les exploitants après qui prennent des décisions techniques sur base de la donnée qu'on leur remonte en temps réel et qui permettent d'intervenir plus rapidement sur les trains dans le but de les rendre fiables et de faire rouler les trains un peu plus à l'heure. Ouais, donc ça, c'est vraiment la technologie qui est derrière votre business. C'est ça. Donc c'est de l'IoT, les objets connectés, et sauf que notre objet à nous, c'est une locomotive. Donc c'est pas très courant. Pour connecter une locomotive, il faut s'imaginer que c'est une petite usine avec plein de machines à l'intérieur. Et donc il faut mettre potentiellement plein de câbles avec une armoire remplie de cartes électroniques pour la connecter. Et nous, notre innovation, c'est qu'avec un seul boîtier et des technologies basées sur les FPGA, donc ce sont des processeurs programmables, on arrive avec un seul boîtier à connecter tous les sous-systèmes d'une locomotive. Donc ça, c'est une innovation disruptive qui permet à une fraction du coût de ce qui est proposé par les fabricants de connecter la locomotive en temps réel et de fournir les données et les alarmes aux exploitants. Donc vous travaillez après l'achat de la locomotive ou des trains et vous changez un tout petit peu la configuration, c'est bien comme ça que ça marche ? C'est ça, donc au démarrage, on est sur la prévente, puisqu'il y a plus de 100 000 trains en Europe qui sont à connecter. Donc il y a une base installée énorme. Un train, il faut savoir que ça dure entre 30 et 50 ans, donc on a le temps d'aller le connecter. Et bien sûr, c'est des trains qui ont été fabriqués avant les années 2010, et donc il n'y avait pas encore les technologies disponibles à l'époque. Donc ça, c'est notre base, notre première cible. Et maintenant, de plus en plus, on travaille aussi en partenariat avec les fabricants pour équiper les trains en première monte.
D'accord. Alors, c'est aussi une technologie Internet of Things. Hein. Donc, nous, on connaît les technologies dans les voitures, par exemple, la domotique dans les maisons. Oui. Alors, tu peux expliquer un tout petit peu ce que c'est ce Internet of Things, parce que ça va beaucoup plus loin que ce que nous connaissons dans notre vie journalière. C'est ça. Ben, sur un train, la grande valeur ajoutée de l'Internet of Things, c'est de savoir à distance ce qui se passe pour éviter d'envoyer quelqu'un pour regarder. Donc, c'est au lieu d'envoyer quelqu'un qui va regarder si le compresseur fonctionne, si les portes s'ouvrent bien, si la température de la climatisation est bonne pour les passagers, on va le savoir à distance. Et dans le futur, on va même peut-être pouvoir démarrer le train à distance ou le préchauffer à distance. Il y a déjà des solutions qui existent pour ça. Et sans conducteur? Alors, la conduite autonome, c'est pour un peu plus tard. Parce qu'il faut savoir que le train, c'est un environnement très, très réglementé. C'est un problème technique plus facile à résoudre que la voiture autonome, parce qu'un train, c'est une seule dimension, ça roule sur des rails. Donc il faut juste savoir si on accélère ou si on freine. Mais la réglementation fait que ça évolue moins vite, en fait. Donc je pense qu'on aura les voitures autonomes avant les trains autonomes, malheureusement. Mais voilà, ça c'est mon avis personnel. Donc pour revenir sur l'IoT, on connecte le train et on apporte du décisionnel aux équipes techniques, à la fois en centrale. Ils peuvent prendre la décision, est-ce que je peux continuer à rouler avec le train? Est-ce que je dois le remplacer? Est-ce que je peux informer les passagers d'un défaut et d'un retard potentiel? Aujourd'hui, il faut savoir que quand il y a un retard dans un train, les passagers ne sont pas toujours informés de la cause du retard. Et donc moi, une de mes visions, c'est que pour n'importe quelle cause de retard, on informe au moins le passager pour que le service client augmente. Parce que le niveau de service aujourd'hui dans le ferroviaire, c'est un des gros problèmes. Ouais. Maintenant, j'imagine, quand on regarde avec le recul en 2010, que ce n'était pas vraiment facile de commencer une entreprise et de dire aux gens qui gèrent des trains, on va venir installer un truc un peu spécial qui va vous rendre la vie plus facile. Alors, comment ça a été tout à fait au début? Donc au début, effectivement, l'IoT, ça n'existait pas. C'était en 2010, donc ça s'appelait encore à l'époque le machine to machine. Et on a dû trouver les clients qui étaient capables de nous accompagner parce que le produit n'allait pas être parfait dès le début. Et puis c'est un petit peu l'œuf et la poule quand on lance une start-up comme ça, c'est qu'il faut avoir développé le produit, mais pour développer le produit, il faut de l'argent. L'argent vient des clients. Et les clients, ils veulent un produit mature. Donc ils ne sont pas prêts à financer un produit qui ne marche pas. Et donc en fait, il y a un petit peu de magie à faire et on l'a vendu avant de tout développer. Et on a un client, une filiale d'Eurotunnel qui nous a fait confiance. Ils ont payé un acompte sans garantie. Ils voulaient des garanties bancaires au début. On leur a dit, écoutez, si vous voulez que le projet se passe, il n'y aura pas de garantie bancaire. Ils ont accepté. Donc le CEO à l'époque était aussi visionnaire et il nous a vraiment fait confiance parce qu'on avait du PowerPoint et quelques câbles et quelques boîtiers électroniques sur la table. Et donc ça a permis de valider la première version du produit et de la mettre en service chez ce client-là, une filiale d'Eurotunnel qui s'appelle Europort. D'accord, ben génial ça. Alors, comment est-ce que vous préparez maintenant votre vision pour le futur? Peut-être pas au long terme, on en reparlera plus tard dans le podcast, mais sur le court terme, 2-3 ans, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va changer? Quelles sont les innovations sur lesquelles vous travaillez? Ok. Bon, le ferroviaire, il faut savoir que nous, on vise à 5, 10, 15 ans. On veut que nos clients ils utilisent encore la solution dans 15 ans, puisque la durée de vie d'un train, c'est entre 30 et 50 ans. Donc, premièrement, on est fanatiquement focalisé sur les utilisateurs, sur leurs besoins. Donc, on a une grosse équipe de support, on regarde vraiment les besoins des utilisateurs et on essaye toujours de faire avancer le produit pour servir mieux les utilisateurs. Pour être là demain, il faut être profitable. Donc ça, c'est un autre focus qu'on a, c'est qu'on considère que nous, on doit être profitable avec l'argent qu'on gagne des clients. Et on ne peut pas aller demander de l'argent soit en subvention à l'État, comme font les gros chemins de fer, soit au venture capital, parce que le venture capital, il n'aime pas trop les startups de hardware et d'IoT, c'est des business models compliqués. Et donc pour être profitable sur la durée, nous, on a un business model basé sur des abonnements. Donc en fait, on vend des boîtiers, mais on les vend toujours avec un abonnement pour le service de la data et le service des applications web qu'on livre avec. Et donc ça nous permet d'avoir des revenus récurrents qui nous permettent de financer l'évolution continue du produit en fait. Donc on n'est pas... beaucoup de sociétés d'IoT aujourd'hui, ils se focalisent sur le hardware et ils n'arrivent pas à avoir un business model pérenne.
Donc nous, là, si tu veux, pour être là demain, on doit absolument être pérenne aujourd'hui. Et donc c'est ce focus-là sur le service client et les revenus récurrents qui nous permet de servir les clients, qui nous permettront de les servir demain. D'accord. Alors, l'innovation, c'est pas sans risque, hein. Alors, comment est-ce que tu as géré les challenges, peut-être aussi, qu'est-ce que tu as rencontré dans le monde qui était un peu incertain, parce que, enfin, c'est quand même pas évident de se retrouver dans un monde qui change, qui est très technologique, mais qui change à une vitesse fulgurante, et puis en plus d'être un entrepreneur visionnaire et de penser aux chiffres, d'une part, mais aussi service clientèle, très important. Comment est-ce que tu as fait ça ? Donc au départ, effectivement, on a dû bootstrapper. Donc c'était de nouveau un petit peu l'idée d'être profitable très rapidement. Donc bootstrapper, ça veut dire qu'on démarre une entreprise sans fonds. Et donc on essaie de bricoler une solution très rapide pour qu'elle marche, pour que le client puisse la valider, et on itère sur cette base. Donc ça, c'était vraiment très très dur. En fait, on a mis 4 ans à générer de la trésorerie. Donc pendant 4 ans, on avait toujours 0 sur le compte en banque. Donc c'était vraiment parfois terrorisant. Mais on y arrivait, on a persévéré grâce à l'équipe qui était elle aussi visionnaire et qui y croyait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change chez nous dans la technologie? C'est principalement l'AI, c'est le cloud, donc l'intelligence artificielle. Alors on est un petit peu protégé des changements rapides parce que c'est un secteur très réglementé. Donc on doit faire attention à la vie privée, on doit faire attention à la propriété intellectuelle. Mais aujourd'hui, par exemple, on essaye d'automatiser les diagnostics grâce à l'intelligence artificielle. Si un conducteur écrit « Tiens, la batterie est en panne et a été déchargée », on essaye de voir, en fonction des données qu'on a sur le train, de voir quel sous-système est en cause et de lui dire « Attends, va vérifier ce sous-système-là, va le remettre en marche ou va changer ce disjoncteur ». Donc on essaye d'aider encore plus le diagnostic et la maintenance grâce à l'IA, mais la route est longue. D'accord. Alors, un Français en Belgique, l'entrepreneuriat en France, en Belgique, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu as rencontré des difficultés personnelles, des difficultés culturelles peut-être? Alors, pour moi, ça a été assez facile en fait de démarrer en Belgique. Moi, je trouve que la Belgique, alors j'ai pas monté de boîte en France, donc je peux pas vraiment comparer, mais de ce que je sais, la Belgique est quand même très pro-entrepreneuriat. Il y a quand même pas mal de facilités pour se lancer, à la fois aussi fiscales, subventions. On a quand même eu des subventions au tout début de la région Bruxelles. Après, on a été accompagné par Layton sur des dossiers fiscaux qui nous ont permis de réduire les coûts en fait. Donc ça a été assez facile en fait. Bon, moi j'habite en Flandre, donc j'aurais pu le faire en Flandre aussi, mais d'avoir l'administration française, voilà, c'était un petit peu plus facile pour moi, et donc c'est pour ça qu'on s'est installé à Bruxelles. Et tu parles néerlandais? Oui, je parle couramment. Génial. Alors, Hub en Belgique, 2000 trains, 40 personnes qui travaillent là-dessus. Tu gères comment? Ok. Donc, l'équipe technique, elle est à Bruxelles. Par contre, nos clients, il faut savoir qu'en général, ils ne parlent pas anglais. Parce que les chemins de fer, c'est issu des systèmes nationaux. Donc un chemin de fer en Suisse va parler soit le français, soit l'allemand suisse. Un chemin de fer allemand va parler allemand. Un chemin de fer français va parler français. Alors maintenant, bien sûr, il y a quand même l'anglais qui arrive. Mais donc nous, on se fait force de parler à nos clients dans leur langue. Donc d'un point de vue commercial et service client, on a des gens répartis sur toute l'Europe, donc en Allemagne, en France, en Italie. Et on parle aux clients dans leur langue, en fait. Et l'équipe technique, elle parle en anglais et elle est à Bruxelles. Donc c'est comme ça déjà qu'on s'organise. Et donc pour ça, il faut qu'on puisse être très agile. Et on utilise le remote, en fait. Donc le fait de pouvoir travailler sans venir au bureau, mais depuis 2010. Donc pour nous, travailler en remote… voilà. Vous aviez l'habitude. On avait l'habitude. Pour nous, le Covid, ça n'a rien changé en fait. D'un point de vue travail, bien sûr, c'était compliqué par ailleurs. Mais d'un point de vue travail et de la méthode de travail, pour nous, ça n'a rien changé. Parce qu'on était déjà en remote et on utilise beaucoup l'écrit. Donc les gens écrivent et ça permet d'éviter d'être en meeting tout le temps et d'avoir des emails en interne tout le temps. On écrit sur un système d'information et on partage l'information comme ça. On construit les idées ensemble comme ça. Fantastique. Alors, vous étiez déjà tout au début une entreprise innovante. L'innovation d'une part, mais la durabilité est très importante aussi aujourd'hui. Maintenant, dans un secteur ferroviaire
naturellement, c'est bien de transporter beaucoup de gens avec un train de A à B. Alors, la durabilité au sein de Relnova, ça prend quelle place? C'est important? Comment est-ce que tu fais? Alors la durabilité, déjà, elle est centrale par rapport à notre mission d'améliorer le fonctionnement des trains. Si on améliore le fonctionnement des trains, la qualité de service, il y a plus de gens qui prennent le train, il y a plus de marchandises qui sont transportées dans le train. Donc ça, on essaye d'apporter notre petite pierre à l'édifice, sachant qu'on sait que changer une dynamique d'un système aussi complexe, ça prend longtemps. Après, on a le travail en remote. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se déplacer tout le temps au bureau. Alors bien sûr en Belgique, un petit peu à cause de la fiscalité, si j'ose dire, on a des voitures de société. Et donc ça c'est le prochain challenge, c'est de rendre le parc de voitures de société belge durable. Ce qu'on est en train de faire maintenant, grâce notamment au Mobility Package que l'État a mis en place. Alors, naturellement, tu as des clients sur toute l'Europe, mais pour nous, la perception, c'est le ferroviaire, c'est une entreprise, ou une compagnie nationale, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises privées qui tirent des trains. Est-ce que tu peux un peu expliquer le paysage? Oui, donc l'Europe a voulu une libéralisation. Ils ont fait la libéralisation dans les télécoms, dans l'énergie et dans les transports. Et dans les transports, dans le ferroviaire, il y a une libération qui a démarré dans les années 90. Qui a été implémenté par chaque pays un petit peu selon un phasage différent. Et ça a démarré dans le transport de marchandises. Donc dès le début des années 2000, en fait, un opérateur privé pouvait louer une locomotive et rouler sur le réseau public pour tirer des trains. Donc en Belgique, ça a donné naissance à l'Ineas, qu'on connaît souvent, on les voit souvent passer en Belgique, qui était l'ancien SNCB Logistics, que la SNCB a déconsolidé et maintenant c'est une entreprise privée. En France, on a beaucoup d'entreprises de ferroviaires privées qui tirent des trains de fret. En Allemagne, il y a plus de 200 opérateurs privés. C'est le pays où il y a le plus d'opérateurs privés qui tirent des trains de fret, comme une entreprise peut tirer des camions, faire rouler des camions. Et donc ça, c'est la libéralisation qui a été mise en place dès le début des années 2000. Et maintenant, la libéralisation arrive dans le secteur du passager. Donc c'est pour ça qu'on voit des trains de la Deutsche Bahn arriver jusqu'à la gare de Bruxelles. On voit les trains des NS, des chemins de fer néerlandais, arriver jusqu'à la gare de Bruxelles. D'ailleurs, on équipe ces trains en temps réel. La ligne Amsterdam-Bruxelles, on a permis au NS de fiabiliser ces trains. Parce que c'est une ligne très compliquée avec des nouveaux systèmes de signalisation. Et donc, plus la libéralisation, l'idée, c'est de stimuler la concurrence entre les acteurs pour augmenter à la fois la valeur aux clients et éventuellement réduire les coûts. Alors, ce n'est pas toujours aussi simple, mais nous, ça nous permet de servir des nouveaux entrants. Parce que les nouveaux entrants, ils n'ont pas tous les moyens que vont avoir un chemin de fer national. Et donc, ils veulent des technologies de pointe à un coût efficace qu'ils peuvent mettre en place. Et c'est ça que Relnova leur apporte. Ouais. Alors, vous avez une histoire qui est jeune, qui est très intéressante, dans un secteur qui est plutôt conservateur. Vous êtes par exemple avec l'entreprise sur les réseaux sociaux. On sait que les gens mettent vite leurs commentaires sur le service ferroviaire, sur X ou bien sur Instagram, où ils partagent souvent des choses négatives. Alors, est-ce qu'il y a un but à cette présence sur les réseaux sociaux ? Alors, on est un peu timide aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On privilégie le contact humain, en fait. Justement pour éviter des mal perçus de la part de nos clients en premier. Nos clients sont très sensibles à leur image, donc on préfère laisser communiquer eux sur ce qu'ils font avec nous. Et nous, on va plutôt présenter ce qu'on fait de façon générique, mais du coup, on ne va pas avoir vraiment un impact très fort. Donc on privilégie vraiment les contacts humains. C'est un petit peu aussi l'industrie traditionnelle que tu décrivais. Ouais. Parfois on poste ou on envoie une présentation, le client ne comprend pas, et puis on va lui expliquer en physique. Là, il y a une relation de confiance qui se noue. Il comprend qu'on y est depuis 12 ans, moi par exemple à un moment donné j'ai mis ma maison en risque pour financer la boîte. Il comprend qu'on veut vraiment donner une solution, apporter notre pierre à l'édifice, et là, une confiance se noue. Donc on privilégie plutôt ça.
D'accord. Ce qui est très bien, hein, parce que les contacts humains, c'est toujours la première chose à laquelle on pense. Hein, les réseaux sociaux, c'est à côté. C'est ça ne les remplace pas encore. Non, voilà. Alors, le futur, le focus vers le futur, c'est quoi pour Relnova? Donc Relnova, aujourd'hui, on a connecté 2000 trains. On a 7000 utilisateurs des chemins de fer européens dans notre plateforme. On a à peu près 16 pays. On touche 16 pays, mais 2000 trains sur les 100 000 qui restent à connecter, ce n'est pas énorme. Donc notre vision, c'est vraiment d'avoir encore plus d'impact, de trouver le moyen d'accélérer dans un marché qui est assez lent et assez fragmenté. Donc pour ça, on essaie de nouer des partenariats, à la fois avec les chemins de fer historiques, qui ont des moyens techniques considérables. Et donc on essaie de voir comment nous, on peut les aider dans leur stratégie de digitalisation, et puis aussi des partenariats avec les fabricants, puisque en 12 ans d'expérience et en ayant ce focus fanatique sur le service client, on a appris énormément de choses qu'on peut apporter à l'industrie en fait. Et donc les fabricants, quand ils voient ce qu'on fait avec nos petits moyens, parfois ils sont assez surpris, et donc on essaie de nouer des partenariats dans ce sens-là aussi. Tu aimes voyager encore toujours avec les trains? Oui, toujours. Alors je prends quand même, si je prends un train à longue distance, je prends quand même une bouteille d'eau en plus, au cas où il y a une panne, parce que je sais que c'est un système qui est peu flexible malheureusement, donc quand il y a une panne, parfois ça peut dégénérer, c'est moins flexible que l'avion par exemple, qui peut aller se poser à un autre aéroport. Mais oui, le TGV, ça reste un moyen de transport fantastique, donc oui. Merci beaucoup Christian Sprower de nous avoir accompagnés dans ce podcast. Et on se retrouve pour un nouveau podcast avec un nouvel invité. À bientôt.